Bonjour et bienvenue à cette nouvelle balado de l'OACIQ. Aujourd'hui, on va aborder une question importante, déclaration du vendeur, garantie légale de qualité, également les vices cachés. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi mon collègue Nicolas Rioux, qui est directeur des affaires juridiques à l'OACIQ. Nicolas, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Première chose, d'abord, c'est quoi la déclaration du vendeur? La déclaration du vendeur, premièrement, c'est un formulaire obligatoire qui est prescrit par l'organisme. Et c'est un peu le carnet de santé de la propriété qu'on s'apprête à acheter. C'est un document qui est obligatoire, donc quand on a un courtier, on est obligé de remplir la déclaration. Qu'est-ce qu'on va y retrouver essentiellement? Qu'est-ce qu'on doit déclarer là-dedans? En fait, la déclaration du vendeur, c'est un peu un questionnaire qui fait le tour de à peu près tous les aspects de la propriété et qui vient pointer, par exemple, différents éléments sur, par exemple, est-ce qu'on a déjà eu des antécédents d'inondation, de fuite d'eau? Est-ce qu'on a déjà eu des problèmes de qualité de l'air? Est-ce qu'on a déjà eu des épisodes, par exemple, d'insectes nuisibles ou ces choses-là? On va parler de, notamment, par exemple, les fondations. La constitution des fondations. Est-ce qu'on est sur bloc? Est-ce qu'on est sur béton? Différents éléments qui parlent et qui font le tour de l'immeuble au complet. Je vois qu'évidemment, souvent, c'est l'occasion d'identifier des problèmes, mais est-ce que c'est aussi l'occasion de mettre en valeur ce qu'on a apporté comme amélioration à cette propriété? Tout à fait, parce que souvent, des vendeurs vont procéder avec une inspection pré-vente. Donc, ils vont demander à un inspecteur de venir faire le tour de l'immeuble et ils vont pouvoir se faire informer sur certains éléments peut-être qui auraient besoin d'être corrigés ou sinon qui doivent être pris en considération au moment où on décide de vendre la propriété et de l'impact que ça peut avoir sur la transaction. Alors effectivement, ça peut aussi être un outil qui nous permet de peut-être mieux se préparer à une transaction. Est-ce qu'on est obligé de remplir ça? Oui, parce que quand on est représenté par courtier, on doit absolument, parce que c'est un formulaire obligatoire. Dans le cas, par exemple, où on a un vendeur qui n'est pas nécessairement le propriétaire ou qui n'a jamais habité la propriété, par exemple, on pense à une succession, c'est sûr que c'est un peu plus difficile, mais il est quand même important de remplir la déclaration, mais au meilleur de ses connaissances. Dans le cas d'un vendeur qui refuserait systématiquement, le courtier ne pourra pas le représenter. OK, il ne peut pas le représenter parce que c'est vraiment un formulaire qui est obligatoire. C'est prescrit par la loi sur le courtage immobilier, c'est bien ça? Exactement. OK, maintenant, une autre notion importante, c'est toute la question sur la garantie légale. Alors, parlez-moi un peu de ce qu'on entend par garantie légale. Qu'est-ce que ça couvre? Qu'est-ce que ça permet? Comment ça nous protège finalement? En fait, la garantie légale, c'est une garantie qui existe au terme de la loi. C'est prévu dans le Code civil. La garantie légale porte sur deux aspects. Donc, la qualité du titre ou la qualité de l'immeuble. La qualité du titre, c'est tous les éléments qui vont ressortir sur le titre de propriété. Par exemple, s'il y a des servitudes, s'il y a des droits de vue, des droits de passage. Et si, éventuellement, notre vendeur est bel et bien celui qui prétend être et propriétaire de l'immeuble, s'il est en capacité de nous vendre. Du côté de la garantie de qualité, là, on parle plutôt de l'état de la propriété. Donc, que la propriété est exempte de vices cachés. Et à ce moment-là, le vendeur engage sa responsabilité face à l'acheteur que la propriété est libre de vices cachés. Mais par définition, un vice caché, c'est caché. Alors qu'est-ce qui ferait en sorte que je pourrais être responsable comme vendeur à un vice caché que moi-même, peut-être, dont j'ignorais l'existence? Souvent, les cas de vices cachés, les vendeurs l'ignoraient. Mais un vice caché, premièrement, c'est un élément qui, effectivement, n'était pas visible. Donc, on ne pouvait pas le déceler ou on ne pouvait pas le percevoir au moment où on achète. Deuxième des choses, il faut qu'il y ait un certain niveau de gravité, dans le sens que ça doit affecter la qualité de l'immeuble ou, par exemple, de diminuer significativement sa valeur, parce qu'on n'aurait pas accepté de payer si cher prix si on avait connu l'existence. Ensuite de ça, il faut qu'il soit antérieur, donc il existe avant la transaction. Et le dernier élément, justement, c'est qu'il faut qu'il ait été caché, en fait, qu'il n'était pas à la connaissance de l'acheteur. Oui, c'est ça. C'est ça la nuance, là, je comprends bien. Exactement. Maintenant, il va arriver une situation où, OK, d'accord, c'était pas connu du vendeur,
Et finalement, une fois que l'acheteur a la propriété, il est maintenant propriétaire, entreprend des travaux de rénovation, découvre tout à coup, ça peut être une fissure majeure au niveau de la fondation. Il se passe quoi? Il y a des recours? Oui, non? Et dans quelles circonstances? Bien, au moment où on apprend l'existence d'un vice caché, peut-être que le premier réflexe, c'est de tenter de communiquer avec notre vendeur et de voir est-ce qu'il y a moyen de discuter, est-ce qu'il y a moyen de parler, puis est-ce qu'on peut, à l'amiable, trouver une solution pour régler ce problème-là. Bon, dans la mesure où c'est pas possible, c'est sûr qu'après ça, il faut envisager l'aspect judiciaire, donc la possibilité d'intenter un recours, où on va vouloir peut-être demander, par exemple, une diminution du prix de vente, parce qu'on se dit, bien, il y a eu un impact significatif et peut-être que la valeur était surestimée, considérant l'enjeu qui survient avec le vice caché, ou dans le cas, par exemple, où on pense que le vendeur même savait l'existence de ce vice-là, on peut même aller jusqu'à demander des dommages d'intérêt, parce que là, on voit que volontairement, il a caché une information qu'il connaissait. Est-ce que, et c'est là que ça devient important, dans le fond, on dit toujours aux gens, faites faire une inspection pré-achat. Donc, mais est-ce qu'une inspection pré-achat va permettre de découvrir ce genre de choses-là? En fait, l'inspection pré-achat, le courtier doit la recommander. Hein? C'est une obligation. Maintenant, l'inspection pré-achat ne peut pas nous prémunir de tout. Mais un vendeur est transparent et un acheteur est diligent. Donc, il y a une diligence qui doit être exercée par l'acheteur. Et l'inspecteur, ce qu'il risque de faire, la première des choses, c'est qu'il va prendre connaissance de la déclaration du vendeur, il va se familiariser avec les éléments qui sont dedans, et là, ça peut peut-être même le diriger vers certains éléments pour valider, s'assurer qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. Mais c'est sûr que c'est le document de base qui va permettre à l'inspecteur de faire une vérification complète de l'état de l'immeuble. On parle d'inspection pré-achat, mais on parle aussi d'inspection pré-vente. Effectivement. Est-ce que ça a une valeur en soi dans le cadre d'une transaction? L'inspection pré-vente, c'est l'inspection que le vendeur va vouloir faire préparer avant de mettre sa propriété en vente, où il se dit, bien, moi, j'aimerais peut-être savoir c'est quoi l'état de ma propriété, connaître la condition, et s'il y a déjà des éléments qui sont identifiés, bien, soit de le prendre en considération au moment de la vente, ou au contraire de dire, bien, peut-être je peux les corriger. Et à ce moment-là, bien, pas affecter le prix de ma transaction. Alors, c'est un outil qui est très, très utile. Dans le marché, on voit certaines pratiques. Par exemple, dans un marché de vendeurs, on constate que souvent, il y a des propriétés qui sont mises en vente sans garantie légale. Est-ce que, qu'est-ce que ça suscite chez vous comme, je dirais, comme commentaire? Est-ce que c'est une pratique qu'il faut encourager? Est-ce que c'est une pratique qui est même légale en soi? Oui, c'est légal, sauf que c'est certainement pas recommandé. Pourquoi? Parce que l'acheteur, quand on est dans un marché, par exemple, qui est très tendu, ou c'est un marché de vendeurs, on va avoir plusieurs acheteurs qui vont compétitionner pour la même propriété. Et là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a des acheteurs qui vont vouloir peut-être rendre leur proposition, leur promesse d'achat plus attrayante en renonçant à certains éléments ou en ajustant certaines conditions de la transaction. Et ce qu'on a vu beaucoup, notamment pendant la pandémie, c'est des gens qui renonçaient à la garantie légale ou qui renonçaient à l'inspection. Et là, c'est que systématiquement, on se prive de protections que nous donne la loi et peut-être de protections qui vont être utiles au moment d'un recours, si jamais on a un enjeu. Alors, c'est certainement pas recommandé de renoncer à l'avance quand on ne sait pas à quoi on renonce. Alors, quand je renonce, par exemple, une inspection pré-achat ou encore à une garantie légale, quand je renonce à ça, ça veut dire que je perds tout recours possible? Pas systématiquement. Pas systématiquement. Le recours, pour vice caché, tout dépendant de, justement, si c'était un élément qui était possible de déterminer ou de connaître ou de découvrir, c'est sûr que ça va être plus difficile. Cependant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a possibilité de moduler cette garantie légale-là en autorisant, par exemple, que je renonce au recours contre mon vendeur immédiat, mais en même temps, je ne veux pas renoncer à tous les droits qui lui ont été transférés au fil du temps par les propriétaires antérieurs.
Ah, d'accord. Donc, OK. à ce moment-là, on peut venir moduler puis dire, bien, c'est comme si je venais dire, moi, je m'engage à ne pas poursuivre mon vendeur, mais je bénéficie de tous les éléments qui sont transférés tout au long de la chaîne de titre. Donc, les recours possibles contre ces propriétaires antérieurs, Exactement. ça peut exactement. être quand même assez compliqué, on va se le dire. Oui, et là, ce qui compte surtout, c'est la transparence. Ouais. S'assurer qu'on comprend autant du côté du vendeur que du côté de l'acheteur ce qu'on accepte ou ce à quoi on renonce. Ouais. Donc, dans une promesse d'achat, très important d'avoir une clause qui est très claire en fonction de ce qu'on veut comme garantie légale, ce à quoi on renonce, puis d'avoir la clarté pour s'assurer que le vendeur comprend très bien dans quoi il s'embarque. OK. Au même titre, le vendeur, dans sa fiche, ça doit être clair. S'il dit « je veux vendre sans garantie légale ça doit être très clair pour s'assurer que l'acheteur, il n'y a pas de doute dans son esprit. Exact. Il sait dans quoi il s'embarque. Donc, je retiens, grosso modo, 3 ou 4 éléments, là, c'est-à-dire l'importance de la déclaration du vendeur. Ça, c'est le document, vraiment, c'est la photographie de la propriété comme telle, avec toutes les informations au meilleur de nos connaissances. Il y a également la garantie légale, c'est-à-dire la garantie légale qui va toucher, comme on parle de titre, notamment s'assurer que est-ce que les taxes ont été payées, par exemple. Également la garantie légale de qualité, à savoir est-ce que le bâtiment est en bon état. Il y a également toute la question des vices cachés, donc s'assurer là qu'on soit justement protégé en quelque sorte quand je suis le vendeur contre les vices cachés qui pourraient être découverts ultérieurement. À partir du moment où j'ai été honnête, j'ai été transparent, ça peut faire en sorte que, en quelque sorte, j'ai une protection, mais en même temps, pour l'acheteur, lui aussi, ça le protège. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaiteriez peut-être donc mettre en valeur qu'il faudrait peut-être ne pas oublier également? Bien, en fait, le fait d'avoir une renonciation, par exemple, une garantie légale, ça va jouer souvent dans le prix. Parce que le vendeur se libère d'une potentielle responsabilité. Donc, c'est sûr que ça va éventuellement se matérialiser dans le prix parce que l'acheteur achète à plus grand risque. Ouais. Donc, il va y avoir une escompte qui va jouer. Mais peut-être que la chose qu'il faut retenir, c'est qu'on renonce le plus possible à l'exclusion de la garantie légale. Ouais. Puis là, bien évidemment, l'OACQ, nous, on est là pour appliquer la loi sur le courtage immobilier. Donc, dans la mesure où on respecte ces règles-là, ça nous assure aussi une protection. Nous, c'est un peu notre mandat, s'assurer qu'évidemment, que la façon dont s'exerce le courtage immobilier soit fait, évidemment, de façon honnête, transparente, en lien avec la déontologie, évidemment. Ça fera l'objet certainement d'un autre sujet éventuellement. Mais donc, en terminant, merci beaucoup, Nicolas. Très éclairant. Merci beaucoup. Et puis, à vous tous, écoutez, ce que je vous dis, c'est faites attention. La déclaration du vendeur, c'est un document extrêmement important. La garantie légale. Posez-vous la question, est-ce que vous voulez vraiment y renoncer? Et puis l'inspection pré-achat également, parce que c'est peut-être là qu'on pourrait trouver éventuellement des vices. Beaucoup, évidemment, d'informations. On a essayé de vous livrer ça en quelques minutes, là. Mais regardez quand même sur notre site web oacq.com. Vous allez pouvoir trouver une foule de réponses à vos questions. Et puis aussi, vous pouvez aussi interroger Élise, notre agente conversationnelle, qui est là 24/7 pour répondre à vos questions. Mon nom est Louis Beauchamp. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.